Madame, Messieurs, bonjour. 12 octobre 2025, une date désormais inscrite dans les annales politiques du Cameroun. Un scrutin présidentiel sous tension, mais aussi sous haute surveillance. Dans tout le pays, les observateurs de la société civile ont sillonné les 10 régions, témoins d'un processus électoral mieux préparé que par le passé, mais loin d'être exempt d'ombre. Puis, à peine les urnes refermées, le climat s'est enflammé. Le candidat Issa Chiroma Bakary, porté par la ferveur populaire du Front pour le salut national du Cameroun, s'est proclamé vainqueur du scrutin avant même la publication des résultats officiels. Une annonce qui a aussitôt ravivé les tensions à Garoua. Des affrontements ont opposé ses partisans aux forces de sécurité. Les infrastructures ont été incendiées. À Limbé et Douala, les manifestants dispersés ont dégénéré, laissant plusieurs blessés et des dégâts matériels. Dans ce climat d'incertitude, alors que le pays attend encore les chiffres officiels, la société civile, elle, appelle à la retenue, au respect du choix des urnes et à la transparence absolue. Cette semaine, dans la rétro, nous revenons sur cette élection charnière à travers des constats, des inquiétudes et des recommandations de la mission d'observation électorale de la société civile. Comment comprendre les signaux contradictoires de ce scrutin? Quelle lecture la société civile fait-elle de cette déclaration anticipée de victoire du candidat Issa Chiroma Bakary, et surtout, que retenir de cette présidentielle? Pour en parler, notre invité, Cyril Roland de Bechon, est directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, porte-parole de la mission d'observation électorale, porte-parole donc de cette mission-là, qui est venue décrypter avec nous le déroulement de cette élection. Cyril, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et bonjour à tous les spectateurs de Canal du International. On revient à vous dans quelques instants. Le temps pour nous de revisiter l'actualité de la semaine. En bref, c'est le round-up. Selon l'article 115, alinéa 2 du Code électoral, un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre de la commission locale de vote l'ayant signé. Alinéa 3, l'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal de l'ECAM. 2 jours après le scrutin présidentiel, ces responsables de l'UNDP avancent dans la collecte des PV, mais au rythme des commissions départementales de vote. Nous sommes en train d'attendre que les commissions statuent pour que nous ayons une vue large des résultats qui sont sortis des bureaux de vote. Actuellement, toutes les commissions départementales de supervision n'ont pas encore rendu copie. La loi électorale stipule en son article 115 alinéa 4, un exemplaire est transmis dans les 48 heures suivant la clôture des opérations de vote au président de la commission départementale de supervision. Au sein du RDPC, une vingtaine de personnes conduites par son secrétaire général adjoint s'affaire. Pour contourner la difficulté liée à la distance, ordinateurs et téléphones portables sont mis à contribution. Nous leur demandons de nous envoyer les copies par WhatsApp des PV. Donc ça va encore aller plus vite. Et une fois que nous avons ces PV, nous faisons des calculs. Comme vous voyez tous, tout le monde a son ordinateur. Un peu plus loin, au quartier général du FDC, les procès-verbaux vitrines de la réalité du terrain continuent d'arriver. Certains PV nous sont arrivés un peu tardivement, même jusqu'à ce matin. Et nous essayons donc de voir comment les recentraliser. L'opération est délicate et fastidieuse. Il est question de récolter les plus de 31 000 procès-verbaux correspondant au nombre de bureaux de vote. La tâche herculéenne n'est cependant pas impossible, mais nécessite tout de même quelques jours. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas tardé à réagir à la sortie du candidat Issa Chiroma Bakary. Dans un communiqué au ton ferme,
Paul Atangandji dénonce une attitude inacceptable dans un état de droit. Le ministre de l'administration territoriale dénonce et condamne avec la plus grande fermeté cette imposture et le comportement irresponsable de ce candidat aux abois qui a été incapable de se faire représenter dans la moitié des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le MINAD rappelle que le processus électoral suit son cours normal sous la supervision des organes habilités. Le membre du gouvernement, agent du pouvoir exécutif en matière électorale, met en garde contre toute tentative de semer le trouble dans l'opinion. Il souligne que toute velléité de désordre sera reprimée dans le respect des lois de la République. L'attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Chiroma Bakari sera traitée le moment venu avec rigueur et fermeté. Sa tentative de créer le désordre dans notre cher et beau pays est vouée à l'échec total. Dans le même temps, le processus de recensement des votes suit son cours. La composition de la Commission nationale de recensement général des votes sera constatée incessamment par le Conseil électoral de l'ECAM en application des textes en vigueur et se mettra aussitôt au travail. À l'issue de ces travaux, la Commission transmettra son rapport au Conseil constitutionnel, seul habilité à arrêter et proclamer les résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. C'est dans ce climat, encore sous tension, qu'est intervenue cette sortie d'Issa Chiroma Bakari, candidat du Front pour le salut national du Cameroun. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. La vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Une posture jugée hasardeuse et contraire aux dispositions légales par plusieurs observateurs et acteurs politiques. Face à la presse, ce 14 octobre à Yaoundé, les deux chefs de mission ont présenté les observations recueillies avant et immédiatement après le scrutin du 12 octobre au Cameroun. La mission de l'Union africaine, forte de 40 observateurs issus de 28 États membres, a été déployée dans les 10 régions du pays à travers cette équipe. Ces dernières ont visité au total 228 bureaux de vote où elles ont pu suivre de près le déroulement des opérations électorales, de l'ouverture des bureaux jusqu'au dépouillement des bulletins. Parmi les faits relevés, le climat général de calme et de sérénité. Concernant la gestion des élections, parlant de l'administration électorale, la mission constate et salue l'existence des organes et des structures en charge de l'administration électorale et qui jouent pleinement leur rôle. Le chef de mission de la Commission économique des États de l'Afrique centrale a lui aussi salué le climat apaisé dans lequel les Camerounais ont accompli leurs devoirs citoyens. La mission d'observation de la CEAC était composée d'une équipe de coordination technique et de 19 observateurs provenant de 9 États membres, tout comme celle de l'Union africaine. Elle a présenté aux hommes et femmes de médias une déclaration préliminaire rendant compte des constats faits sur le terrain avant, pendant et juste après le scrutin. La mission a noté que le matériel électoral était disponible à temps, en quantité suffisante et conforme aux standards dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités. Les deux missions ont annoncé qu'un rapport final plus détaillé sera remis aux autorités compétentes, accompagné de recommandations en vue d'améliorer les futurs processus électoraux. À la lumière des articles 109, 113 et 137 du Code électoral camerounais, Maître Cyril Ngounéou, avocat au barreau du Cameroun, analyse la question de la revendication de victoire à la présidentielle. On ira même plus loin avec l'article 109 qui a précisé que le dépouillement se fait dans le bureau de vote avec les scrutateurs et les électeurs présents. Ça veut dire qu'au-delà même du candidat, même un électeur qui a pris part au dépouillement et qui connaît le résultat, rien ne l'interdirait, du moins, de par l'interprétation des textes que je viens de vous donner, de rendre public, de dire que voici ce que j'ai vu, voilà le résultat qui ressort de cette élection. Si, selon ces éclairages, le texte encadrant les élections n'interdit pas expressément à un candidat de revendiquer la victoire à l'issue du scrutin, l'expert des questions électorales
Jean-Paul Ntsengue fait un rappel qui vaut son pesant juridique. La loi a précisé que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Aucune autre personne, physique ou morale, n'est habilitée à proclamer les résultats à cette élection. Il se mettrait immédiatement en déphasage de la loi. La loi ayant un caractère répressif, les deux experts s'éloignent lorsqu'il s'agit de la sanction à appliquer à un candidat ayant revendiqué la victoire. Pour le praticien du droit, dans le cas d'espèce, l'article 113 ne peut autoriser de rendre les résultats des votes publics et sanctionner par la même occasion un candidat qui s'annonce vainqueur sur cette base. Il est évident que s'il venait d'avoir un texte réglementaire qui réprimerait la publication par un candidat des résultats, ce texte serait naturellement contre les games, serait pris en violation du code électoral, puisque l'article 113 dit que les résultats sont rendus publics. Ce que refute l'expert en questions électorales, selon qui les sanctions pénales prévues par le code électoral dans les articles 288 à 293 peuvent s'appliquer. À l'article 288, voilà par exemple une disposition qui peut être utilisée contre celui qui s'autoproclame vainqueur, parce qu'il viole la sincérité du scrutin. Ces lectures du code électoral qui s'entrechoquent démontrent bien la complexité de la notion de revendication de la victoire à l'élection présidentielle par un candidat. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Vous regardez la rétro avec comme invité cette semaine Cyril Roland-Bechamp. Elle est directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun et porte-parole de la mission d'observation électorale de la société civile. Cyril, bienvenue fois de plus. Merci. Vous étiez au cœur du dispositif d'observation de cette élection. Si vous deviez résumer le déroulement de ce scrutin en quelques mots, que diriez-vous? Si je devais résumer le déroulement matériel, parce qu'il faut dire qu'un processus électoral, ce n'est pas que le jour des élections, mais si on veut parler essentiellement du 12 octobre, la journée du 12 octobre, on peut relever le fait que généralement, les opérations de vote ont été assez acceptable sur l'ensemble des bureaux que nous avons sillonnés. Il y avait quand même des agents, des commissions locales de vote assez suffisamment outillées pour orienter les électeurs, pour la mise en place du matériel de vote, pour, n'est-ce pas, la conduite dans le déroulement du processus. Et puis, globalement, quand même, quelque chose qui nous a positivement marqué, c'est l'absence d'attaques dans les régions anglophones pendant cette journée, ce qui est quand même essentiel, n'est-ce pas, en période d'élection et le jour du scrutin. Donc, généralement, on a aussi vu des gens qui allaient très calmement, n'est-ce pas, et posément dans les bureaux de vote, n'est-ce pas, exprimer leur devoir citoyen. Ça, il y a quand même eu, n'est-ce pas, globalement, et je crois que tous les observateurs sont presque unanimes là-dessus, sur le fait qu'il y avait quand même, en ce qui concerne le déroulement même des opérations de vote, quand même c'était acceptable sur l'ensemble du territoire national. Vous saluez dans votre rapport que j'ai pris le soin de parcourir la bonne préparation logistique et la relative sérénité des votes. Qu'est-ce qui concrètement a le plus marqué vos équipes sur le terrain? Sur les points positifs, comme nous l'avons si bien dit, on a quand même vu que dans les rapports des observateurs, même si certains ont relevé le matériel qui est arrivé ou alors qui a été mis en conformité un peu tard, mais globalement, n'est-ce pas, l'ensemble du matériel était suffisant, les urnes ont été scellées, le processus a été serein globalement dans le déroulement du vote. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sérénité de la part de tous les parties prenantes, n'est-ce pas, dans le déroulement. Et ça, c'est important. Il y a aussi eu une présence discrète, ce qui est recommandé, des forces de maintien de l'ordre pour assurer que tout le monde puisse se déplacer aisément, sans crainte, pour aller faire cet exercice citoyen. Donc, globalement, c'était calme, c'était plutôt intéressant. Les observateurs ont pu
se déployer de part et d'autre. Et voilà, c'était dans l'ensemble, on pense que l'ECAM, n'est-ce pas, a quand même fait une évolution, n'est-ce pas, dans la préparation des opérations de vote par rapport aux années précédentes. Parce que ce qu'il faut relever ici, il y a certes eu beaucoup de manquements que nous allons voir, mais par rapport aux précédentes élections, il y a eu quand même une amélioration dans le comportement des agents de la commission, n'est-ce pas, le déroulement, comment indiquer, comment orienter les électeurs, ce nombre d'éléments comme ça qui nous a semblé assez en un mot, globalement, vous diriez un scrutin crédible, imparfait ou contestable? Vous savez, le scrutin ne s'arrête pas que au matériel électoral ou alors au comportement des agents sur le terrain le jour des élections. C'est pour ça que j'ai dit, si vous me demandez d'apprécier la journée du 12 octobre, c'est ce que je dirais en termes de points positifs. Maintenant, une élection présidentielle, c'est une élection importante. C'est une élection qui détermine toute la vie d'une nation. Du coup, pour parler d'élections crédibles et démocratiques, il y a beaucoup d'autres critères qu'il faut analyser. Et il faudra donc commencer sur la phase préélectorale, n'est-ce pas, avant les élections, analyser ce qui s'est passé le jour des élections et analyser ce qui se passe après l'élection pour se faire une idée concrète, pour faire une analyse profonde et pouvoir statuer ou tirer une conclusion sur la transparence, la crédibilité d'une élection qui est une élection où on appelle les citoyens au suffrage universel. Alors, la société civile camerounaise que vous avez justement coordonnée comme porte-parole observe les élections depuis plus de 20 ans, souvent sans moyens conséquents. Cette fois, le maillage national était à la hauteur des standards internationaux tels que ceux de la déclaration du principe de l'observation internationale. Oui, bien sûr. Vous savez, comme vous l'avez dit, 20 ans, plus de 20 ans, en tout cas, Nouveau droit de l'homme a été créé au Cameroun en 1997 et depuis lors, depuis l'Observatoire, depuis l'ONEL, avant le MINAT, après ONEL, après le CAM 2, le CAM 3, nous faisons l'observation électorale. Ça veut dire qu'il y a quand même une expertise, n'est-ce pas, qui s'est développée et qui s'est consolidée au sein de la société civile camerounaise. Et ça, c'est cette connaissance que nous avons, que nous partageons et que nous mettons, n'est-ce pas, à la disposition du système camerounais, du pays. Mais il faut relever, n'est-ce pas, que d'abord pour observer le jour du scrutin, il faut avoir une accréditation, n'est-ce pas? Parfois, le ministère de l'administration territoriale nous a dit qu'il a accrédité près de 5 000 Il a accrédité près de 5 000 observateurs, mais ce qu'il faut analyser, ce n'est pas le nombre qui est donné, c'est qui sont les observateurs accrédités et quel a été le processus de rejet ou de non-acceptation des accréditations. Ce que nous pouvons vous dire en tant qu'organisation de la société civile, c'est que beaucoup d'organisations de la société civile crédible qui ont demandé des accréditations ne l'ont pas obtenu pour certaines et pour d'autres ont eu très peu d'accréditation, c'est-à-dire qu'il y a des organisations, Nouveau droit de l'homme d'ailleurs en fait partie, où vous avez fait une demande d'un certain nombre d'accréditations, mais qu'on ne vous a accordé peut-être que le 1/3 sans pouvoir vous expliquer ça veut dire les critères de sélection ne sont pas connus. Voilà, le pourquoi du comment, n'est-ce pas, vous n'avez pas ces éléments. Et ça fait partie des éléments qu'il faut analyser justement. Le tout n'est pas de s'arrêter au fait qu'on annonce un chiffre. Le chiffre qui est annoncé, vous savez, on ne sait même pas qui sont ces 5 000 personnes, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on est sur le terrain, je n'ai pas vu autant d'observateurs que ça se bousculer dans les bureaux de vote. Donc, maintenant, je ne vais pas questionner les 5 000, mais je dis, en tant que société civile, je pense que, et dans un état de droit, encore ce qu'on parle de transparence post-électorale, c'est guidé par des règles qui sont transparentes. N'est-ce pas? Par la redevabilité des acteurs, parce qu'on est en démocratie. Malheureusement, on se retrouve au Cameroun en 2025 dans un processus électoral où l'autorité, n'est-ce pas, ne se sent pas obligée d'expliquer le pourquoi ou non il accorde une accréditation. Du coup, on peut avoir une certaine opacité. Est-ce qu'il n'y a pas de raison de croire que c'est de l'arbitraire de faire taire certains? C'est-à-dire, du coup, on accrédite ce qu'on aime le plus,
qui ne vont pas trop parler, et de l'autre côté, on limite ceux qui sont en mesure, n'est-ce pas, d'avoir une voix critique. Il faut qu'on fasse attention dans notre contexte à ces questions-là, parce qu'il est important ici de rappeler le fait que, en tant que les organisations de la société civile, c'est notre devoir et c'est aussi notre droit de pouvoir contribuer. Si on est acteur du processus, parce que lorsque ELECAM fait des concertations, on vous convie parce qu'on sait que la société civile a quand même un rôle important à jouer. Mais il faut que ce rôle soit reconnu de toutes parts et qu'on lui donne la possibilité finalement, n'est-ce pas, de faire son boulot et de pouvoir se prononcer. Est-ce que c'est tout ça qui vous ont évité de faire du 100% pour répondre à la déclaration de principe pour l'observation internationale des élections ONU 2025? Non, on a fait du 100%. L'observation des élections porte sur des principes clés majeurs. Ce n'est pas une discipline si compliquée que ça. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'indépendance, l'impartialité, la non-ingérence, la non-perturbation, le respect des règles dans les bureaux de vote, le principe ne pas nuire. Il y a un certain nombre de principes qui sont des principes clés qu'il faut respecter. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui manque. Maintenant, c'est nous-mêmes qui y mettons beaucoup plus d'autres choses pour être sûr que nous avons suffisamment, n'est-ce pas, d'informations, mais surtout que nous avons des mécanismes de vérification. Parce que le tout n'est pas d'avoir une personne qui vous dit ce qu'elle a vu, n'est-ce pas, mais c'est de tout, c'est de pouvoir lorsque, de vérifier, authentifier. Voilà, de pouvoir vérifier, de pouvoir s'assurer que cette affirmation est vraie, n'est-ce pas, et qu'elle peut être prise pour comptant, parce qu'effectivement, 1 ou 2, 3, 4 autres observateurs le confirment. Donc, c'est les mécanismes de cross-checking, n'est-ce pas, des vérifications, n'est-ce pas, qui sont les aspects les plus importants. Parce que, comme je vous l'ai dit, une élection ayant toute son importance, on ne peut pas s'amuser à faire des affirmations à l'emporte-pièce. Il faut trouver les moyens, il faut avoir d'abord des observateurs qui sont sérieux, que vous avez la foi, une certaine crédibilité en ces personnes, et ensuite, il faut avoir des mécanismes pour pouvoir voir et apprécier, n'est-ce pas, ce qu'ils vont remonter comme information. Roland, à quel moment avez-vous senti que le scrutin pouvait... Ça a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, qui ont été relevées au cours de ce processus. D'abord, comme on a dit tantôt, il y a beaucoup d'irrégularités, c'est le mot que je cherchais. Et lorsqu'il y a des irrégularités comme celle-là, ça fait craindre, n'est-ce pas, que le processus où l'élection peut basculer, comme vous êtes en train de dire. D'abord, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu exprimer, n'est-ce pas, simplement leur devoir citoyen, soit parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur la liste, soit parce que la publication tardive des bureaux de vote fait en sorte que les changements des positionnements, les gens ont eu de la peine à se retrouver. Ça crée du mécontentement quand quelqu'un a pris la peine quand même de sortir de chez lui et de braver la pluie pour certains. Et beaucoup plus là où il y a eu la cristallisation, la question du respect de la loi à la fermeture des bureaux de vote, n'est-ce pas? On sait quand même que pour cette élection, contrairement aux autres, les citoyens camerounais, même si globalement la participation électorale n'est pas aussi forte que ça, mais on a relevé quand même un besoin de surveillance, une veille citoyenne qui s'est exprimée ce jour-là. Donc, mais de l'autre côté, la réponse n'a pas été la même. Le fait d'empêcher parfois les électeurs présents à assister au dépouillement, ça, ce sont des limites qui posent, n'est-ce pas, des préoccupations de transparence. C'est-à-dire que vous pouvez n'avoir rien pensé, mais le seul fait de le faire, n'est-ce pas, crée des soupçons. Et dans un processus, encore une fois de plus, l'intégrité d'un processus, c'est vraiment la confiance que les acteurs accordent, n'est-ce pas, à ce qui est en train de se passer. Donc on a... Oui. De ces irrégularités-là, vous avez évoqué 14 types majeurs, dont la présence des personnes décédées sur la liste électorale, la multiplication des cartes de vote en circulation. Selon vous, ces anomalies relèvent-elles de la négligence ou d'une intention organisée? En tout cas, quel qu'il en soit, ce sont des irrégularités qui ne devraient pas exister, n'est-ce pas? Parce que lorsque l'organe de gestion des élections procède, n'est-ce pas, aux inscriptions sur les listes électorales et que ces inscriptions sont arrêtées le 31 août de chaque année, elle a, et elle l'affirme chaque année de le faire,
elle a près de 6 mois pour toiletter. C'est le mot qu'elle met. Mais la question est simple, hein. Je demande, est-ce que ces irrégularités-là, vous les avez mis sur le coup de la négligence ou d'une intention organisée? C'est pas ça notre objet, n'est-ce pas? Notre objet, c'est de dire, c'est d'observer ce qui s'est passé et de dire, voilà ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Et notre objet, c'est de dire aussi qu'il y a un responsable, il y a une institution en charge des élections, parce que n'oubliez pas que au finish, quand on fait l'observation, le finish, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des recommandations. C'est de pouvoir aller vers l'amélioration. C'est pour ça que quand on dit les points positifs et qu'on compare au passé, c'est parce qu'on a observé au passé, on a fait des recommandations, on a dit, bon, quand même, sur ces points-là, cette fois-ci, c'est mieux. Donc, maintenant, il y a des problèmes qui se posent, il y a quelqu'un qui est responsable. Et il faut quand même dire que, même si cela relevait par je sais pas moi quoi, par sorcellerie, de la négligence, ce serait plus grave. Parce que la réalité, c'est ça qu'on parle de redevabilité. Il revient donc à l'organisation des élections de savoir qui est responsable de quoi et que la personne puisse répondre de ses actes de manière directe. Parce que la question du fichier électoral, c'est pas une question minime. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre ces questions. C'est pas des questions de jeu, ce sont des questions tellement importantes et tellement graves pour le pays. Vous voyez comment, on vient de le dire, pour un rien, ça peut basculer d'un sens comme dans l'autre. C'est que c'est une question, ce sont des choses que l'on manipule avec beaucoup de tact, beaucoup de sérieux. Et du coup, quand on relève ce genre d'irrégularité, dans un contexte normal, le responsable devrait être retrouvé pour qu'il puisse reprendre de ses actes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ces personnes? D'ailleurs, il faut d'abord qu'une enquête, qu'on puisse dire quelle a été l'étendue, n'est-ce pas? Pour cette première grève-là, vous estimez que ça engage la responsabilité d'Elections Cameroun? Bien sûr, parce que c'est Elections Cameroun qui est chargé des inscriptions et c'est encore Elections Cameroun qui est chargé du toilettage. Et c'est Elections Cameroun qui nous rassure tous les jours que tout va bien. C'est-à-dire que lorsqu'on organise les concertations et que ces problèmes, n'est-ce pas, sont posés, c'est de l'assurance de dire, voilà, tout se passe bien. Lorsqu'il y a même les problèmes des chiffres, qu'on demande pourquoi les chiffres changent, on dit, ça c'est avant toilettage. Et après, on dit, après toilettage, voilà ce qu'on a. Comment est-ce qu'on peut donc faire un toilettage s'il est sérieux et se retrouver encore avec ce genre d'irrégularité? Vous parlez également dans votre rapport de bourrage des urnes et des violences localisées, notamment, vous avez cité quelques zones, Garoua, Kumba ou Boya. Avez-vous des chiffres précis ou des témoignages vérifiés sur l'ampleur de ces incidents-là? L'ampleur, non, peut-être pas l'ampleur en termes de, est-ce qu'on peut dire sur 31 000 bureaux de vote, tel nombre de bureaux de vote des violences, mais des événements majeurs ont été relevés. Quel que soit le niveau de la violence, c'est pas acceptable. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a la présence des forces de sécurité, c'est pour ça qu'il y a un déploiement, il y a une certaine anticipation sur le fait que tout doit bien se passer. Maintenant, il faut plutôt questionner pourquoi il y a eu ces scènes qui, normalement, n'auraient pas dû être, n'est-ce pas, dans ces bureaux. C'est la question qu'il faut se poser, c'est la question la plus importante, parce que si on travaille, n'est-ce pas, à renforcer, à améliorer le processus démocratique camerounais, à renforcer la confiance dans le processus, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi il y a eu des scènes de violence? Il y a eu des scènes de violence parce qu'il y a eu des suspicions, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des suspicions sur le manque de transparence, n'est-ce pas? Il y a eu des actes posés qui n'étaient pas des actes réfléchis, que ce soit par les agents de bureau de vote. Il y a peut-être eu des actes qui avaient un agenda caché. Il ne faut pas éliminer. Ça pourrait être fait à dessein. Donc, il faut questionner tout ça, trouver qu'est-ce qui n'a pas marché et trouver des solutions. Parce qu'il est important, il est vraiment important pour le Cameroun de poser des actions pour rétablir, ou du moins pour tenter de rétablir la confiance, n'est-ce pas, entre les citoyens et les acteurs pour le processus en cours. C'est ça qui va nous éviter tout basculement d'un sens ou d'un autre. Ce n'est pas les menaces, ce n'est pas les cris à tue-tête, c'est vraiment les actes qui vont être posés dans le sens de renforcer la transparence, dans le sens de démontrer aux populations que tout est en train d'être fait
pour que leur voix, n'est-ce pas, soit respectée exactement comme elles les ont présentées dans les urnes. Vous parlez de voix, la participation électorale, justement, est estimée entre 38 et 45% selon vos données. C'est faible pour une élection censée être décisive. Faut-il y voir un désenchantement citoyen? Non, ou juste une défiance vis-à-vis de l'ECAM ou du système? Non, je crois que la partie électorale, on ne la traite pas aujourd'hui. C'est une question qui date et qui a plusieurs causes, n'est-ce pas? On sait on vient de travailler, on vient de parler de la question de la confiance aux institutions, mais il y a aussi les questions liées à l'identité, les questions liées à la carte nationale d'identité qui était la condition pour s'inscrire. Il y a plusieurs raisons qui expliquent, du moins, parce qu'il faut que les gens se sentent à l'aise, ils doivent prendre la question du vote comme une question importante pour leur vie. Du coup, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on soit inscrit. Mais le débat aujourd'hui n'est pas à ce niveau-là. Le débat est que, malgré tout ça, il y en a certains, comme vous, comme moi, qui ont pris la peine de se lever le dimanche 12 octobre et qui se sont exprimés à travers les urnes. Il faut que ces gens-là n'aient pas l'impression d'avoir perdu leur temps. Il faut que ceux qui ont pu exprimer leur voix, ont pu suivre ce processus, puissent avoir, n'est-ce pas, des résultats qui traduisent leur choix, le choix qu'ils ont effectué le dimanche dernier. Les listes électorales non actualisées ou bien non toilettées, comme vous l'avez dit, ont empêché de nombreux Camerounais à voter. Cela pose une question simple mais grave au Cameroun. Est-ce qu'on vote avec son nom ou avec la volonté de ceux qui tiennent la machine électorale? On vote avec tout ça parce que un vote, c'est une expression. Il y en a qui peuvent choisir, comme moi, de parler, que bon, je ne suis pas d'accord, je parle. Il y en a qui peuvent dire, bon, je ne suis pas d'accord, mais je ne dis rien. Il y en a qui peuvent dire, bon, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, vraiment, je fais autre chose qui ne voit aucun intérêt du coup. Donc, dans la société, vraiment, une situation sociale peut s'analyser de 1000 autres manières. La question ici, quand on parle des questions de souveraineté, quand on parle des questions d'élection, comme une élection présidentielle, les élections locales, qui sont des questions de représentation, de représentativité des populations dans la prise de décision, il revient à l'État de mettre en place tous les mécanismes appropriés pour non seulement faciliter, voire même susciter, n'est-ce pas, l'implication des citoyens. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est une obligation régalienne. Vous savez, les élections, ce n'est pas comme un match de football, c'est vraiment un exercice régalien. On va parler même de souveraineté. C'est vraiment une question de souveraineté. Donc, si c'est une question aussi, on y met toute cette importance-là. Donc, c'est revient à l'État de mettre et les moyens et les ressources suffisantes pour qu'effectivement, tout citoyen n'ait pas comme l'impression de faire un travail supplémentaire que d'aller Vous avez l'impression sur une liste électorale. Que cette considération n'est pas acquise? Non, pas du tout. Si déjà pour avoir votre CNI, il faut faire de la physique. Pour ceux qui n'ont pas fait la physique à l'école. C'est réglé quand même, non, Hollande? De plus en plus, les gens obtiennent leur carte d'identité en 48 heures. C'est compliqué. Non, même les cartes de 48 heures sortent au moins après 2 semaines. Il faut questionner ce qui n'a pas marché. Les questions des actes de naissance, c'est encore un problème au Cameroun. On ne sait pas pourquoi. Donc, je pense qu'il y a quand même assez de pesanteurs, de problèmes, de blocages qui font en sorte qu'il faut régler. Il y a vraiment beaucoup de jeunes au Cameroun qui n'ont pas ces documents-là. Après, il y a la question de l'environnement politique. Vous savez, lorsqu'on a un environnement politique qui est mené par les discours violents, par les menaces, par les répressions, ça n'encourage pas dans un contexte où il y a d'ailleurs l'apathie, il y a un désintérêt, ça renforce le désintérêt. Donc vraiment, il faut travailler, comme je l'ai dit, il y a tellement de points, mais il y a vraiment un travail, un point de volonté politique réel, n'est-ce pas, un point d'orgue à renforcer pour qu'effectivement les jeunes qui représentent quand même la grande marche de la population camerounaise puissent de plus en plus, d'ailleurs on les voit et sont présents, mais il faut que ce soit renforcé. Depuis la déclaration de la société civile et de la publication de plusieurs rapports, les camps politiques s'affrontent verbalement.
le FSNC d'Issa Chiroma Bakary parle d'intimidation et de pression, tandis que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya salue un vote maîtrisé et apaisé. Comment analysez-vous cette dualité de perception entre deux camps? Est-ce que c'est une dualité de perception? On ne peut pas dire de dualité, c'est dans le même camp. Il y a d'un côté n'est-ce pas? Ceux qui parlent d'intimidation. On est dans le même côté et que dans le même côté on dit qu'il y a c'est dû et l'autre dit que c'est bon, on va pas dire de dualité. Mais lorsqu'on a deux camps qui sont des camps opposés, n'est-ce pas? Il est normal que chacun des camps ait son appréciation. Vous voyez? C'est un jeu des acteurs politiques qui, pour moi, est un jeu parfaitement normal. N'est-ce pas? Chaque personne, chaque groupe, acteur politique, selon son intérêt, selon ses aspirations, selon son idéologie, selon sa politique, peut dire ça c'est bon ou alors peut dire ça ce n'est pas bon. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que leader, en tant que société civile, c'est vraiment de voir que cette expression-là, elle est préservée. N'est-ce pas? C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que la Constitution a dit la démocratie, ça veut dire que les acteurs doivent pouvoir donner leur opinion sans craindre. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans les propos d'intimidation. Parce que dans un contexte où on a eu l'habitude de la répression, ça inquiète, n'est-ce pas? On est inquiet quand on entend ça et on regarde de plus près, on dit, ah, il faut faire attention, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis du coup, mais on a vu qu'il y a quand même eu des débordements. Le même jour d'élection, aller vouloir prendre d'assaut le domicile d'un candidat, c'est complètement regrettable, complètement inacceptable, n'est-ce pas? Et un procès électoral a eu lieu, il sillonne les bureaux de vote, c'est son droit de le faire, n'est-ce pas? Et puis, c'est son droit de s'exprimer sur ce qui se passe. Il est vraiment important ici encore, on le rappelle, on a insisté dans la déclaration, on appelle les acteurs à la responsabilité des uns et des autres. Et vraiment à ce que chacun contribue en ce qui le concerne, à ce que la vérité des urnes soit respectée. Donc, il faut qu'on évite de se retrouver dans des situations inutiles, d'harcèlement, d'intimidation, de répression, n'est-ce pas, sur les candidats. Justement, de ce cas-là, vous en avez parlé et appelé à la responsabilité des forces de l'ordre, notamment après cet incident au domicile d'un candidat. Comment la société civile peut-elle dialoguer avec la sécurité publique sans être perçue comme parti ou comme partisane? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on essaie de faire notre travail de jouer notre partition et notre rôle dans le respect de la légalité républicaine. Donc, et on le fait aussi bien qu'on le peut, et c'est donc à l'autre acteur qui est l'armée de faire le sien. On ne demande pas, vous savez, quelqu'un avait dit que c'est pas une belle fille pour être aimée. Donc, on ne demande pas. Vous parlez du ministre de l'administration territoriale pour la Tangadji. Un adage que je n'aime pas beaucoup, mais finalement, on a un ri, parce qu'il faut bien rester en santé pour faire ce boulot. Mais il ne s'agit pas des relations, il s'agit simplement, dans une démocratie, que chacun puisse être à sa place et puisse faire son travail normalement. Et dans ce cas précis, il est vraiment important parce que l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, c'est quand même l'avenir du Cameroun dont on parle. Et du coup, on pense qu'il est très important et il serait très délicat chaque acte que chaque acteur pourra poser. Voilà. Et justement, est-ce que d'autres acteurs ou d'autres parties prenantes au processus électoral ont réagi après votre déclaration? Oui, il y a eu des réactions d'appréciation. Il y a eu des réactions, justement, comme vous avez dit tantôt, selon le camp de critique, ce qui est normal. Nous sommes sereins parce qu'on a répercuté exactement ce que nous avons vu et ce que nous avons vérifié sur le terrain, et après on s'est concerté. C'est pour ça que vous avez vu sûrement qu'il y a plusieurs signataires et des logos. On s'est concerté pour dire qu'est-ce que nous disons après avoir observé ceci. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale a réagi à votre déclaration? À ma connaissance, non. À ma connaissance, je ne sais pas s'il a fait une réaction. D'ailleurs, il multiplie beaucoup de sorties ces derniers temps. Je n'ai pas tout lu, mais j'aurais bien aimé. C'est normal, non? Il est au cœur du processus. Au cœur du processus, je ne sais même pas trop pourquoi. Peut-être dans la profession. Il est l'agent de l'État en matière électorale. Et c'est ça qui est quand même un problème. Oui. Il est un agent de l'État qui devait être moins visible.
n'est-ce pas? Parce que quand même, on a quand même fait une avancée au Cameroun. C'est pas son patron qui lui donne du travail? On a quand même eu la chance, à un moment donné, d'avoir une avancée. C'est d'avoir un organe réputé, indépendant, n'est-ce pas, pour mener les processus et superviser les processus électoraux au Cameroun. Donc, du coup, cette forte présence, encore une fois, elle est questionnable, n'est-ce pas? On l'a même vu aller vérifier si les bulletins étaient bien imprimés avec... Bon, voilà, mais... Vous pensez que cette présence, comment je vais dire, c'est trop de présence gêne quelqu'un? On aurait aimé une présence qui soit constructive plutôt, qu'une présence qui crée les tensions. Parce qu'on est vraiment à un moment où il faut apaiser, il faut poser des actes positifs dans le sens, n'est-ce pas, de garantir ou de moins de prouver, n'est-ce pas, que le travail qui est fait, c'est un travail pour tous les Camerounais, pas pour certains, que c'est un travail transparent. Vous savez, lorsque la communication vire aux menaces, aux invectives, ça renforce l'effet, ça fait l'effet inverse. Ça fait quoi que, ah bon, voilà, c'est parce que ce n'est pas ceci que vous tirez sur les gens. Ça suscite des tensions. Ça suscite des tensions. Donc vraiment, il est important, vraiment on insiste là-dessus, il est important, c'est vraiment pas le moment de sortir les muscles. N'est-ce pas? Les muscles, la violence ne conduira le Cameroun nulle part, n'est-ce pas? Tous les acteurs, même les populations, nous disons qu'il est important, même pour les manifestations, de manifester pacifiquement. N'est-ce pas? Parce que ce Cameroun, on le veut debout. Quel que soit le groupe ou le camp qui prendra le pouvoir, je pense que tout le monde veut avoir un Cameroun qui reste debout après cette élection, pas un Cameroun qui est en centre. Donc du coup, tout le monde, chacun, ce qui le concerne, n'est-ce pas, doit jouer sa partition. Avez-vous peur pour le Cameroun? Oui, oui, oui. Ça, pourquoi? Honnêtement, pourquoi? La manipulation sur les réseaux sociaux, j'en parlais encore dans mon bureau aujourd'hui avant de partir, il y a quand même suffisamment de fausses informations qui circulent, de telle sorte qu'on ne parvient plus à faire la différence entre une vraie et une fausse. C'est assez dangereux. Lorsqu'on n'a pas de mécanisme national de vérification. La manipulation a pris le dessus. La manipulation est en train de prendre le dessus, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres raisons qui font peur, les déclarations de part et d'autre, les menaces, ça fait peur. Donc, et en même temps, il n'y a pas l'information officielle, il n'y a pas l'accès à l'information. Lorsque les problèmes en démocratie, lorsqu'on pose les problèmes de l'information, c'est justement une réponse à la désinformation. Quand il n'y a pas l'information officielle, il y a des informations. Donc, du coup, on est dans un univers où des gens peuvent même se lever, aller manifester sur une fausse information. Alors, dans d'autres pays africains comme au Sénégal en 2024 ou au Kenya en 2022, la tension post-électorale a été contenue par la médiation d'organisations de la société civile. Pensez-vous que le Cameroun soit prêt à faire de la société civile un arbitre légitime du processus politique? Avec le régime en place, c'était une relation un peu difficile avec la société civile et la liberté d'association. Mais ce que nous savons, notre expérience à travers l'Afrique et le monde, c'est que en ces choses-là, tout peut changer à tout moment, n'est-ce pas? Pour une raison, pour un rapport de force en faveur ou en défaveur, on peut comprendre que tel acteur peut jouer un rôle. Nous restons suffisamment concentrés et prêts à jouer le rôle qui est le nôtre. Dans tous les cas, la société civile camerounaise a suffisamment démontré qu'elle joue son rôle d'ailleurs depuis des années et qu'elle continue d'ailleurs à le faire malgré la répression, les difficultés qu'elle subit dans le contexte actuel. Peut-être parce qu'à un moment donné, en matière politique, entre ce qui se passe là tout de suite et ce qui peut se passer dans 2, 3, 4 jours, n'est-ce pas, on n'a pas tous les éléments, n'est-ce pas? C'est ça aussi le jeu, la politique, le jeu des intérêts. Est-ce que la faute ne vient pas de la société civile elle-même? Qui n'a pas fait quoi? Est-ce qu'elle fait preuve de neutralité absolue dans le jeu? Oui. Vous savez, en même temps, quand je réponds à cette question, je secoue la tête parce que dit la société civile. Oui.
c'est quelque chose qui peut avoir tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Parce que quand on dit société civile, maintenant si on parle des organisations... C'est à laquelle vous appartenez? C'est à laquelle j'appartiens. Je pense que depuis 1997 pour Nouveaux Droits de l'Homme et depuis peut-être 2007 de mon engagement en tant que défenseur, vous en tant que journaliste m'avez suivi quand même pour savoir qu'il y a désintéressé, surtout un travail d'intérêt général. Vous comprenez quand même pourquoi l'État se méfie un peu de certaines ONG ou bien de certains constituants de la société civile? Non, l'État se méfie, ils n'ont aucune raison valable. C'est tout simplement le fait que notre démocratie, il y a peut-être des gens qui ont accepté la démocratie, mais n'ont pas très bien compris ce que cela veut dire. Donc on est dans un système où des gens veulent réprimer sans avoir à s'expliquer, les gens veulent faire de la vie des autres ce qu'ils veulent, les gens veulent décider que, voilà, et en oubliant que dans un régime démocratique, les gens ont droit aux explications. On ne se lève pas qu'un matin, on dit il n'y a pas, on vous enlève votre agrément sans vous donner des explications. Ça ne se fait pas en démocratie. Ah ouais. Voilà. Donc ça, les dirigeants sont des acteurs qui doivent le comprendre. C'est pas, entre-temps, c'est pas, nous ne sommes pas en marche, n'est-ce pas, la réglementation, ce sont eux en face qui ont tout compris, mais qui, sciemment, parce que justement, ne voulant pas respecter. Et puis, il faut le dire, ce n'est pas qu'au niveau de la société civile. Lorsqu'on se plaint du pouvoir judiciaire qui n'est pas indépendant, lorsqu'on se plaint du fait que l'état de droit, n'est-ce pas, ça ne marche pas, lorsqu'on se plaint du code électoral qui n'est pas véritablement en mesure de produire, parce qu'il y a beaucoup de ces problèmes que l'on va relever au sortir de ce processus qui aurait pu être géré si le code électoral, n'est-ce pas, en amont, avait été... Si on avait un code consensuel. Si on avait un code qui avait pris en compte, n'est-ce pas, les revendications, il y a même ce contentieux qu'on aurait pu éviter pour certains points si, en amont, n'est-ce pas, les règles du jeu avaient été faites autrement. Cyril Rolland, au lendemain du scrutin du 12 octobre dernier, le candidat Issa Chiroma Bakardé a revendiqué sa victoire avant même la proclamation officielle. Quelle a été la réaction immédiate de la société civile face à cette déclaration? Ma réaction personnelle, pas la société, j'étais pas avec dans le cœur de chacun pour savoir si celui-ci riait dans son cœur. En tant que membre de la société civile, comment avez-vous réagi? J'étais d'abord surprise personnellement. Je me disais bon voilà, au départ s'il a participé au scrutin, ça veut dire que il acceptait le processus donc tel qu'il allait se dérouler. Donc quand on m'a envoyé, on m'a dit mais est-ce que tu as vu des collègues au bureau? J'ai reçu la vidéo, j'ai même d'abord demandé si c'est authentifié, parce que vous savez maintenant, comme je viens de dire là, c'est très compliqué. Avec des fake news. Voilà, on me dit oui, je vais dans d'autres trucs là, je sionne, je vois que c'est en train de circuler dans les groupes sérieux, ou petits sérieux entre guillemets, c'était un peu voir que bon, effectivement, mais j'étais un peu surprise, je dis bon, waouh, ça c'est quand même... Est-ce que c'est pas très tôt? Mais après, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas là pour questionner forcément le pourquoi du comment. Chaque acteur vous observez, vous prenez les notes. Voilà, on prend des notes, on regarde et on se dit, ça là, qu'est-ce que ça peut créer comme problème? Et ça peut créer, si ça va renforcer la méfiance, la défiance que les gens ont sur le terrain. On dit, il faut peut-être observer davantage pour voir qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça suscite. Donc, si on devait un peu dormir ce jour-là et dire qu'on entend les résultats du coup, on dit, bon, là, on ne dort plus, il faut rester en éveil, il faut savoir qu'est-ce que ceci Vous ferez quelle recommandation sur ce point-là? À qui? Nous n'avons pas de recommandations à faire à personne. Quand vous observez, vous faites les recommandations. Oui, le moment venu. Laquelle des recommandations feriez-vous sur ce point-là, c'est-à-dire un candidat qui annonce sa victoire avant la proclamation officielle? Quand nous allons terminer le processus d'observation, nous allons nous prononcer clairement sur cette question-là, parce que ça, c'est la phase post-électorale. On voit jusqu'où, n'est-ce pas, chacun, les acteurs vont aller et on va pouvoir apprécier. Il se peut que ce soit juste une affirmation. Il se peut aussi que ce soit quelque chose de pas grave du tout. Voilà, il s'est assis dans son bureau, a fait une vidéo.
Il se peut aussi que ce soit grave parce que j'ai vu quand même, même sur tout à l'heure, des gens qui braquaient la loi, machin, la loi. Vous savez, il y a l'opinion, il y a les avis des gens. Il faut qu'on soit dans un contexte où on accepte que chacun peut avoir son opinion sur le même sujet. Ça ne tue personne. Qu'on débatte, oui, qu'on ne se batte pas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas, vraiment, chacun doit dire ce qui passe, c'est pas la guerre. Mais sauf qu'en matière électorale, les standards internationaux, notamment ceux de l'Union africaine, proscrivent toute proclamation unilatérale de résultats avant la compilation officielle. Peut-on dire, à l'observation, vous qui observiez, que ce geste de proclamation anticipé par le candidat Issa Chiroma Bakary a contribué à déclencher les violences observées à Garoua, à Tchon, à Limbé et même à Douala? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Je l'ai dit tantôt. Et quand nous évoquons la responsabilité, ça fait partie. Et quand on a dit tous les acteurs, je pense, en entame, j'ai dit, nous appelons tous les acteurs. On l'a dit, et j'insiste là-dessus, tous les acteurs, ça veut dire que nous ne parlons pas que de l'ECAM, on ne parle pas que du MINAT, on parle aussi des candidats, n'est-ce pas? On parle de tout le monde et de leurs représentants pour dire chacun a une responsabilité. Et la loi ne choisit pas qui elle... contre qui la loi a ses parce qu'elle est impersonnelle et tout le monde est soumis au droit. C'est ça au moins la partie. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. Et quand nous faisons la déclaration, on dit vraiment, on appelle tous les acteurs à se ressaisir, à être à leur responsabilité. C'est parce qu'effectivement, on voit des dérapages. Est-ce qu'il y a des dérapages? Oui, il y en a, n'est-ce pas? Il y en a des sorties qui, de notre point de vue, sont quand même assez osés, accentuer la violence. Voilà. Non seulement ça accentue la violence, mais ça renforce les risques aussi, n'est-ce pas, de violence et d'affrontement, n'est-ce pas, sur le terrain. Vous évoquez également dans votre rapport des blessés et des dégâts matériels, dont un véhicule de la gendarmerie incendié à Garoua. Disposez-vous d'éléments vérifiés sur les bilans humains et matériels des affrontements qui ont eu lieu? Oui, on a tous les éléments. On a dit d'ailleurs qu'un rapport détaillé sera publié. L'idée derrière cette déclaration préliminaire, c'était vraiment de dire hop, stop, il faut sonner l'alarme, il faut demander aux gens, il faut que tout le monde se calme, il faut qu'on aille doucement. Ça, c'était vraiment ça l'idée derrière cette déclaration préliminaire pour vraiment dire, écoutez, le rythme où on va là, il faut qu'on dise quelque chose, il faut que tout le monde s'arrête un moment, prend une respiration avant de continuer. Maintenant, les éléments plus détaillés sur tous les incidents qui ont été relevés vont, n'est-ce pas, être publiés. Mais ce qui est certain, je pense que cet événement-là, ça s'est passé, on l'a tous vu, on l'a décrié, n'est-ce pas, ou on en parlait tantôt. Un seul faux geste, voilà. Ça crée et l'étincelle est partie. Voilà. Pour vous, que révèlent ces violences sur la maturité politique du Cameroun? Est-ce que c'est le signe d'une démocratie qui s'exprime ou d'un système institutionnel qui s'essouffle? À la réalité, je dis toujours que la démocratie ne s'accommode pas de la violence, d'où qu'elle vienne. La démocratie a été, c'est un système qui a été créé justement pour garantir, n'est-ce pas, un système apaisé. C'est pour ça que la démocratie existe. C'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer quand ils en ont besoin. Les élections existent pour changer les dirigeants si on en a besoin. Le pouvoir judiciaire est là pour dire le droit et que tout le monde, y compris les dirigeants, sont soumis à la justice. La démocratie existe. Donc, quand il y a violence dans un processus dit démocratique, il faut demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché dans le cas d'espèce, c'est les suspicions liées à la fraude. Alors, la société civile, comment vous, de la société civile, pouvez à l'avenir aider à désamorcer les tensions post-électorales sans vous voir accusé de parti pris? Je ne sais pas si ça sera possible un jour, parce que ce soit partout à travers le monde, un régime peut être là aujourd'hui, il applaudit certains, il n'applaudit pas d'autres, n'est-ce pas? Selon, on a dit tantôt encore, les acteurs politiques, chacun en fait à sa tête et selon ses politiques, mais la société civile elle reste constante,
n'est-ce pas, la société civile joue son rôle, c'est de pouvoir, c'est la voix critique, c'est la voix qui suit, qui peut dire, ça, vous êtes hors des normes, vous ne respectez pas vos engagements, et voilà ce que vous devez faire. D'un moment donné, ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, selon le sujet et selon les choix qui sont faits. La question n'est pas là. Je répète encore, la question, c'est chaque État définit, n'est-ce pas, comment il souhaite son système politique. Ses règles. Ses règles. Le Cameroun fait le choix à travers sa constitution d'avoir un système démocratique décentralisé. Ça veut dire que ça se soumet à un certain nombre de piliers. Et c'est de ces piliers qu'il s'agit aujourd'hui. Si vous ne savez pas les piliers, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez pour vous dire que ces piliers-là ne sont pas respectés. C'est ça qui fait la construction des pays. Si vous gouvernez, que vous attendez l'unanimisme autour de vous, je ne suis pas sûr que vous allez évoluer. Est-ce que malgré le nombre limité à vous imposé par le ministre de l'administration territoriale, vous avez réussi à couvrir tous les bureaux de vote? Oui, parce que les bureaux, l'observation, n'est-ce pas, c'est aussi une question d'engagement citoyen. Exactement comme les citoyens ont fait pour veiller au déploiement, c'est la même chose l'observation citoyenne. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir un badge et véritablement savoir ce qui se passe lors du déploiement parce que la loi quand même le permet. On peut savoir ce qui se passe à l'ouverture du bureau de vote dans son propre bureau de vote. Donc il y a beaucoup de citoyens qui ont développé d'autres stratégies. Il y a beaucoup de citoyens selon la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à son article 17, les États s'engagent à renforcer le rôle des citoyens dans le suivi du processus électoral. Le Cameroun applique-t-il cette disposition selon vous? À des mi-teintes, véritablement, parce que d'abord, ces citoyens, c'est à travers les organisations de la société civile. C'est pour ça qu'on a posé au problème des accréditations de ce travail. Maintenant, comme on l'a vu le 12 octobre, la loi prévoit que ceux qui veulent participer au déploiement dans la salle peuvent le faire. On a relevé dans cette déclaration qu'il y a des bureaux où ceci n'a pas été possible. Ça, on ne sait pas pourquoi. Toutes les irrégularités, par exemple, quand on relève dans l'inscription, ce sont les mécanismes de participation. La participation, ce n'est pas seulement de dire que peut-être c'est les médias, c'est faire des réunions. Bien entendu, il y a les réunions, il y a les manifestations, mais garantir les citoyens, c'est vraiment dans tout le processus. Alors, tout le processus. Alors, vous avez observé avant, pendant, et vous êtes en train d'observer après. Est-ce que vous, organisation de la société civile, faites confiance à ce processus? Oui, puisque nous l'observons. On pense qu'il y a des institutions qui existent. Le Cameroun est bien dirigé par une personne qui a été élue en 2018 et il y a un gouvernement qui est en place. Et il y a des institutions qui existent. Ces institutions ont l'obligation de donner des résultats concrets. C'est une obligation régalienne de l'État du Cameroun d'organiser. C'était déjà bien que cette élection se tienne parce qu'en démocratie, il y a la régularité des élections qui est un critère. Donc, prévoir 7 ans après, et qu'effectivement, 7 ans après, il y a élection, c'est déjà ça. Maintenant, ils ont aussi l'obligation vraiment de garantir l'intégrité de ce processus en respectant, n'est-ce pas, en garantissant, et c'est ça que nous avons appelé toutes les commissions, tous les acteurs de pouvoir agir vraiment à leur âme et conscience et de garantir que la vérité des urnes soit respectée. Excusez-moi, on va aller au pas de course maintenant. Quelles réformes prioritaires recommanderiez-vous à Elections Cameroun et au Parlement pour 2026 pour ce qui est de la révision du fichier, de la transparence, du numérique, de la parité et du financement des élections? Le code électoral. On va revenir. Un processus électoral, il commence par les règles du jeu. Il faut que, pour bâtir la confiance, pour renforcer la confiance des acteurs et des citoyens, il faut que les Camerounais ces acteurs soient d'accord sur les règles du jeu. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord, il n'y a même pas un minimum d'accord. Il y a des règles du jeu qui n'arrangent qu'un seul camp. Je pense que le Cameroun gagnerait véritablement à ouvrir une conversation sérieuse et profonde sur le code électoral, du moins sur les règles qui vont encadrer les élections, parce qu'on peut même changer ce code, faire autrement, n'est-ce pas? Mais à condition que les éléments, que les acteurs puissent s'exprimer point par point, article par article, sur tous les aspects liés à ce code-là. Alors,
est-ce que vous émettiez un plaidoyer qui mette la société civile au devant pour peut-être à terme devenir un acteur de cohésion du processus électoral au même titre que les Change Cameroun et les partis politiques? En tout cas, la société civile, me semble-t-il, est à sa place. Maintenant, ce qui dérange, c'est la protection de la liberté d'association. Personnellement, je ne milite pas pour un poste à Élections Cameroun. Non, pas poste, juste une cogestion pour que vous ayez votre mot à dire dans l'organisation du processus, comme les partis politiques, comme Élections Cameroun. Notre mot, nous voulons le dire exactement de là où nous sommes. Oui. Voilà. Donc, ce que nous demandons pour être là où nous sommes et être à l'aise, c'est que la réglementation, vous savez, récemment, on a fait un mémo de plaidoyer pour la protection de la liberté d'association au Cameroun. Et on a présenté ce plaidoyer au Premier ministre, parce que c'est ça qui est notre vraie crainte. Le fait que nous soyons bâillonnés, le fait que la liberté d'association au Cameroun n'existe pas. Donc ça, c'est notre plaidoyer. Si on a de liberté d'association, on a notre droit, on a nos libertés fondamentales sont respectées. Nous sommes à l'aise d'où nous sommes pour participer, parce que c'est ça qui va nous garantir effectivement la pleine participation au processus. Ce n'est pas de dire avec la bouche le rôle de la société civile est renforcé. Ce rôle n'est renforcé que si les normes, les règles, encore une fois de plus, sont claires. Si les normes arbitraires ne sont pas faites pour nous empêcher de faire notre travail, pour nous bâillonner. Merci Cyril Roland d'être venu partager avec nous vos constats et vos convictions. Merci beaucoup et j'espère qu'on va se revoir bientôt pour le rapport final. Nous sommes là et dès que nous sommes invités, nous serons là et on vous invitera pour en parler. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe rédactionnelle et technique mobilisée pour la réalisation de cette émission. À très bientôt sur Canal 2 International.